vous avez été finalement très nombreux à m'envoyer des questions, donc je vous remercie déjà beaucoup, et donc il va me falloir plusieurs sessions pour répondre à ça, mais à chaque fois, eh bien écoutez, je prendrai le temps de me prendre un petit café, je vous propose d'en faire de même pour que ce soit un petit moment agréable. Petit café, petit thé, ce que vous voulez, en tout cas, voilà. Donc je vais commencer par répondre, je vais les lire dans l'ordre, ce sera plus simple. Vous avez posté soit en MP, soit sur l'onglet, on appelle ça déjà, l'onglet communauté, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Donc je vous remercie pour toutes vos questions. Donc Nolwenn qui me dit tout d'abord merci pour ton contenu qui par moments me permet de rire sur des sujets délicats. Crois-tu qu'en début de carrière on fasse plus de contre-transferts que par la suite? Tu l'as peut-être déjà abordé aussi, j'aimerais comprendre un peu plus pourquoi certains courants de psycho n'aiment pas que l'on parle de contre-transfert. Cette FAQ promet d'être très intéressante. Je te remercie et j'espère que ce sera le cas. Alors, déjà dans un premier temps, je suis pas convaincu que le contre-transfert soit plus important au début de carrière qu'en fin de carrière. Si c'est le cas, c'est que le professionnel s'est blindé et donc c'est un mécanisme de défense et du coup, non, je pense que le contre-transfert est toujours là. C'est est-ce qu'on décide de l'écouter ou est-ce qu'on décide de ne pas l'écouter? Et le contre-transfert, quand on est psychologue d'orientation psychanalytique, c'est un outil comme un autre, qui peut aussi parfois aider au diagnostic, puisque il y a la question du diagnostic contre-transférentiel qui est d'ailleurs passionnante. Il y a des patients où on le sent qu'il y a de la psychose en ouvrant la porte, et ça se confirme dans l'entretien. Il y a des patients pour qui on va rejouer des choses et tout, et c'est important de savoir où est-ce qu'on en est en tant que professionnel, dans son analyse personnelle, dans son fonctionnement personnel, pour justement éviter que ce soit le contre-transfert qui se manifeste. Donc il faut toujours y faire attention, je pense. En tout cas, quand on fait de la thérapie d'orientation analytique, de la thérapie psychodynamique. Et l'autre chose, pendant ta question qui est pourquoi est-ce que les autres courants n'aiment pas le contre-transfert, eh bien là je vais parler non pas à leur place, mais depuis ma place à moi, avec mes projections et ce que je pense des collègues qui utilisent parfois des pratiques extrêmement cadenassées, extrêmement cadrées, c'est que ce sont des mécanismes de défense et qu'ils aiment pas le contre-transfert parce qu'ils veulent être touchés le moins possible par la relation thérapeutique, et ça se respecte, on n'est pas tous égaux là-dessus, et s'ils ont la capacité, la possibilité de mettre en place des outils qui leur permettent de faire comme s'ils ne vivaient pas d'émotion dans la relation avec leurs patients, ben, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas comme ça que je vois mon métier, c'est pas comme ça que ça m'intéresse, mais voilà, il y a des outils qui ont fait leurs preuves, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui n'ont pas besoin du contre-transfert. Donc, s'il y en a pour qui ça les aide dans leur pratique, tant mieux pour eux. Mais c'est pas ma came. Ensuite, il y a Emma qui me dit « Bonjour, ce serait intéressant de savoir ce que tu aimes le moins dans ton métier de psychologue, les frustrations, les limites que tu constates. Merci d'avance. » Alors, c'est une excellente question aussi. Ce que j'aime le moins dans mon métier, c'est quand on a affaire à des personnes qui ont des valeurs complètement différentes des nôtres. C'est très difficile, hein, quand on a affaire à des gens qui ont des propos racistes, des propos misogynes, des propos pervers. Voilà, ça vient toujours un petit peu nous bouleverser. Et moi, quand je suis bouleversé, en l'occurrence, ça me demande beaucoup de ressources, ça m'épuise. Et donc je pense que ce que j'aime le moins dans mon métier, c'est vraiment l'état d'épuisement. En plus, avec un TDAH, de devoir être concentré toute la journée sur le discours des autres, c'est assez compliqué. Donc, c'est l'épuisement que me procure mon travail, et qui fait que je suis épuisé, et que je n'ai plus d'écoute et de disponibilité d'esprit et de bienveillance. En tout cas, c'est bien entamé le soir quand je rentre à la maison, que je vais chercher mes enfants à l'école.
Et donc, bah, c'est un peu plus compliqué pour eux, quoi. Donc, voilà, ce que j'aime le moins dans mon métier, c'est ça, c'est les conséquences dans ma vie personnelle. Après, sinon, il y a bien d'autres choses hein, que j'aime pas. Les gens qui sont irrespectueux, que ce soit de mon cadre ou que ce soit de leur conjoint ou conjointe, ou qui sont irrespectueux dans la vie en général, c'est quelque chose qui me heurte et ça peut vite m'énerver. Mais je pense me débrouiller pour ne pas le faire ressentir, ne pas le faire savoir, pour que la personne puisse quand même se mettre au travail. Et en plus de ça, si je fais du bon boulot, eh bien éventuellement que la personne aura un petit peu plus de théorie de l'esprit, un peu plus de bienveillance, un peu plus d'empathie, et donc jouera moins ça avec les autres. Donc voilà. Je peux pas être plus explicite sur cette question, il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses, mais bon. Alex qui nous dit: Bonjour, je me lance pour la première question. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier de psychologue? Décidément, YouTube fait bien le mix. Qu'est-ce qui te passionne dans cet exercice? Ce qui me passionne le plus, c'est ce qui me passionnera le plus, je pense, durant toute ma carrière, c'est que c'est toujours... Enfin, il n'y a pas un moment où on va se dire: ouais, c'est bon, j'ai fait le tour. C'est impossible. Chaque personne est différente. Chaque patient, d'une séance sur l'autre, on voit des changements, on voit des évolutions. Je me permets de boire mon café un peu quand même. Puisque comme d'habitude, je fais ça entre deux patients. Donc dans 12 minutes, il faut que je retourne en séance. Ouais, ce que j'apprécie le plus dans mon métier de psychologue, c'est que bah, j'aime les histoires, que ce soit en bande dessinée, que ce soit en film, que ce soit en musique, j'aime qu'on me raconte des histoires. Les gens nous racontent l'histoire de leur vie, nous racontent comment est-ce qu'ils les ont vécues, comment est-ce qu'ils les ont interprétées. Et j'ai la chance dans ce métier de pouvoir voir avec eux comment est-ce qu'on pourrait apporter une autre lecture qui pourrait leur permettre de vivre ça un peu mieux, de faire un pas de côté dans leur vie pour que leur histoire évolue dans le sens qu'ils désirent, de pouvoir cicatriser un certain nombre de blessures pour que l'histoire continue à qui est du happy end un petit peu, j'exagère, mais que la personne s'en sorte le mieux. Enfin, c'est ça que j'adore le plus dans mon métier, c'est tout le temps différent. Et chaque fois que je ferme la porte et que j'ouvre la salle d'attente et que quelqu'un s'assoit, c'est on remet les compteurs à zéro, on remet la clinique à zéro. C'est comme si tout était à rejouer à chaque fois. Et ça, ben, pour quelqu'un qui a besoin de beaucoup de changements, de beaucoup d'activités, je suis hors routine et ça, c'est quand même trop cool. Kezia qui dit: Que penses-tu de l'ajout potentiel d'une 6e année d'études de psychologie pour tous les étudiants? Alors, j'ai pas trop suivi dans les faits concrets, j'ai suivi ça d'assez loin. Personnellement, moi je trouve que ça n'a pas changé grand-chose. Faut savoir que la sélection en psychologie, il n'y a pas de sélection au départ. C'est pas comme en médecine où il y a un numerus clausus, même si aujourd'hui ils essayent de faire croire qu'il n'y a plus de numerus clausus, il y a toujours un numerus clausus. Et donc, nous en psychologie, on n'a pas cette sélection dès la première année. C'est un peu dommage parce que du coup, la sélection s'effectue à la fin, au master ou au master 2. Et donc il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient, en tout cas dans les années que moi je connaissais où j'étais un peu à la fac, il y en a beaucoup qui se retrouvaient le bec dans l'eau et dont je faisais partie, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ben, on finit sa 4e année, on a 15 de moyenne et pourtant il n'y a aucune fac qui veut nous prendre. Donc du coup, il faut refaire une année, refaire un dossier, refaire des stages, essayer d'améliorer des trucs, essayer de s'améliorer soi-même pour que la fois d'après, il y ait un peu plus ben, qu'on défende mieux son dossier à l'oral, par exemple. Et donc du coup, ben, pour moi, elle y était déjà la 6e année d'emblée. Enfin, je veux dire, quand moi je suis passé en Master 2, je crois qu'elles étaient que 2 à être passées en Master 2, direct du Master 1 au Master 2. Donc, que ce soit
inscrit, ou que, enfin, si c'est juste pour faire chier, et qu'il y a une 6e année qui serve pas à grand chose, bah, c'est pas une bonne idée. Si c'est que la sélection se fait mieux et que l'étudiant passe pas son temps entre guillemets à perdre une année, hein, parce que c'est pas vrai, on perd pas l'année. Quand on refaisait son master 1, on faisait des stages attaqués, enfin moi je faisais 3 stages en même temps lors de ma 2e année de master 1, c'était pas une perte de temps, hein. J'ai énormément appris sur ces stages. Mais voilà. Si c'est toujours pareil, si c'est bien amené, si ça a du sens, bah, je suis pas contre. Sinon, si c'est complètement débile, ben écoutez, c'était déjà le cas de mon temps. Dernière question, je pense, parce qu'après j'ai entendu que la personne était arrivée dans la salle d'attente. Considères-tu que la psychologie jungienne ou les notions qui en découlent ont encore une place pertinente dans un cadre psychothérapeutique? Le peu que je connais de Jung, de ses théories et de sa pratique, moi personnellement ne m'ont pas attiré. Après, je peux pas juger de la pertinence d'une pratique, contrairement à d'autres, si moi-même je ne l'ai pas expérimenté et si moi-même je ne la connais pas suffisamment. C'est-à-dire que je vais pas critiquer. Je dis juste que moi, ce que j'ai lu de Jung et ce que j'en ai compris ne m'intéresse pas. Je suis plus porté sur l'inconscient individuel tel qu'il se construit, plutôt que d'un inconscient collectif avec des artefacts, avec des choses qui vont se retrouver chez tous les êtres humains. C'est vrai qu'il y a des choses qui se retrouvent chez les êtres humains, chez tous les êtres humains. Mais de là à créer des artefacts communs et tout, ça je suis pas du tout d'accord, et donc du coup je suis pas allé voir plus loin, donc du coup je vais pas dire si c'est pertinent ou pas. Il y a beaucoup de psys qui sont jungiens, qui maîtrisent leur outil, qui maîtrisent leur méthodologie, et je vois pas pourquoi est-ce que moi je viendrais leur dire que non, c'est de la merde et que c'est tout pourri leur truc. Si leur outil et leur méthode, ils les maîtrisent suffisamment bien pour qu'ils viennent en aide à leurs patients, et qu'ils soient psychothérapeutiques dans leur accompagnement, ben, c'est très bien. Mais moi, c'est pas ma came non plus. C'est pas parce que Jung c'est psychanalytique que forcément je devrais être d'accord avec ce qui est dit et ce qui est véhiculé là-dedans. Donc, considères-tu que la psychologie jungienne a encore une place pertinente dans un cadre psychothérapeutique? Oui, si on maîtrise bien son outil, si on sait ce qu'on fait, si manifestement on est thérapeutique, je pense que oui, mais moi je ne vais pas en juger parce que je ne connais pas assez. Voilà. À plus tard pour une autre question. Kezia qui repose une question. Quelle est la chose que tu aurais aimé qu'on te dise à la fin de tes études? Eh bien, comme, comme dans l'Empire contre-attaque, ce que tu as appris peut te sauver. Parce que quand on a fini ses études et qu'on a fait donc plus de 6 ans d'études en psychologie, qu'on a fait des milliers d'heures de stages, qu'on a fait des stages en psychiatrie de l'adulte, en psychiatrie de l'enfant, en CMP, en milieu ouvert, en protection de l'enfance, en service de soins, de ci ou de ça, et qu'on a fait beaucoup de théories et qu'on a des outils et tout, et ben une fois qu'on arrive devant son premier patient, et ben voilà, on est quand même avec sa bite et son couteau, et on a très peur, et donc avoir son diplôme en poche, c'est une énorme fierté, c'est une énorme, enfin, c'est quelque chose dont on est très content, mais on est quand même complètement apeuré. On ne sait pas si véritablement on a tout ce qu'il faut, et on est persuadé que non. Et je suis assez d'accord, hein, on n'a jamais tout ce qu'il faut pour soigner qui que ce soit. Bref, mais voilà, ce que tu as appris peut te sauver. Je pense que c'est comme le disait Yoda, ce serait déjà très bien. Eh bien, la vidéo visible, à nouveau, qui dit « Que penses-tu des études de l'enseignement de la psychothérapie à la fac? Reflètent-ils la réalité de la pratique clinique ?» Eh bien, ouais, c'est en continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. L'enseignement de la psychothérapie à la fac, pour moi, il est incomplet. Il est trop théorique. Il devrait comporter plus d'exercices, de mise en situation. Et heureusement, il y a les stages pour ça. Donc, les études de l'enseignement de la psychothérapie à la fac. La psychothérapie à la fac en tant que telle, elle est mal enseignée.
elle est que théorique et voilà, je suis pas du tout convaincu de cet enseignement-là. Par contre, quand la psychothérapie qu'on nous enseigne, on peut la tester, l'évaluer, la mettre en pratique, voir les points positifs, les points négatifs, les limites et les points et les points forts d'une thérapie lors des stages. Et je dis bien des stages parce que certaines thérapies vont être très très bien dans certains milieux de stage avec certains patients, certains types de patients, certains. Et puis dès qu'on va dans un autre stage, ben finalement l'outil se retrouve être moins pertinent ou quoi. Donc voilà. L'enseignement à la fac en tant que tel, je trouve que c'est insuffisant et ça manque de pratique. Et reflète-t-il la réalité pratique de la clinique? Ben non. Et il faut aller confronter tout ça. Après, Iris qui nous dit « Bonjour, alors je me demandais surtout comment définiriez-vous votre approche et référentiel théorique, auteur, entre parenthèses, et comment vous avez justement construit votre pratique ?» Et dans la même continuité, je me demandais ce que vous pensiez d'une approche intégrative qui comprenne la psychanalyse. Eh bien, justement, moi aujourd'hui, je suis clairement dans une approche intégrative, ça c'est sûr et certain, puisque mes référentiels théoriques de base à la fac de Grenoble étaient cognitifs et comportementaux, et extrêmement riches en neuropsychologie, en neuropsychopharmacologie et en neurologie, ouais. Et ça m'aide beaucoup aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est diagnostic différentiel. Je trouve que c'est très important d'avoir un éventail large théorique sur la psychopathologie et sur les mécanismes réellement objectivables, on va dire, dans le cerveau. Mais c'est pas une fin en soi non plus, puisque bah, de toute façon, quand on est face à son patient au cabinet, on ne peut pas faire d'imagerie cérébrale, on ne peut pas faire autre chose que des tests qui viennent objectiver un petit peu les choses, mais sans plus. Et moi, je suis aussi bien un énorme fan qu'un fervent défenseur de l'entretien clinique. Pour moi, l'entretien clinique nous permet, par le discours du patient, de déterminer vraiment des choses fondamentales. Donc, j'utilise bien évidemment mon référentiel théorique, psychanalytique, psychodynamique pour tout ce qui va être compréhension de la structure de la personne, comment est-ce qu'il a structuré sa personnalité, quels sont ses mécanismes de défense, quel est son rapport d'objet, comment est-ce que... Et une fois que j'ai cette cartographie, après je vais plutôt aller piocher dans les outils qui me semblent les mieux adaptés aux patients que j'ai en face de moi. Je vais pas toujours utiliser de la psychothérapie analytique. Je trouve que avec les enfants, ça fonctionne très très bien. Avec les troubles de la personnalité, ça fonctionne très très bien. Avec les personnes en dépression, ça fonctionne très très bien. Après, il y a d'autres psychopathologies ou d'autres types de personnalités avec lesquelles je trouve que ça marche pas bien ou je me sens pas à l'aise avec cet outil-là et cette méthode-là, et où je vais aller piocher, comme dans ma vidéo sur Stop à la procrastination, je parle que principalement de choses très comportementales. Des fois, il faut faire un petit peu de transgénérationnel, des fois, il faut faire un petit peu de systémique, des fois, il faut faire un petit peu d'autres choses, d'outils, de ce que les collègues nous disent. Il y a des outils que je ne connais pas du tout et que je ne maîtrise pas du tout, comme par exemple pour les syndromes de stress post-traumatique, tout ce qui est trauma et tout, EMDR. EMDR, ça, je sais pas faire du tout. Donc je renvoie aux collègues qui font ça très bien. Mais voilà, je me suis perdu dans la question. Ouais, plutôt intégratif, ça c'est clair et net. Et même si ma grille de lecture, elle sera forcément et obligatoirement psychodynamique,
la structure de personnalité, les mécanismes de défense, les rapports d'objets, les types d'angoisse, tout ça c'est clair et net. Je vais rester sur du psychodynamique parce que je pense que c'est l'outil et la grille de lecture, à mon sens, qui aujourd'hui sont les plus fines, mais et les plus travaillées. Mais après, dans la mise en pratique, pas obligatoirement. Je vais vraiment m'inspirer de tout un tas d'autres choses. ASMR relaxation qui me pose la question. J'ai une autre question également. Ah bon, j'ai pas vu la première. J'aimerais savoir s'il était possible de devenir thérapeute quand on est soi-même atteint d'un trouble. Oui, et je vais développer, mais oui. Pour être plus explicite sur cette réflexion, je suis atteint d'un trouble de la personnalité limite et je souhaiterais devenir psychanalyste. Oui, je suis des cours et j'en suis en analyse, mais malgré tout, même si je passe par toutes ces étapes, est-ce qu'avoir un trouble est-il compatible avec le métier de thérapeute? Nous avons tous des troubles, c'est-à-dire que s'adapter au monde nécessite de partir sur un petit peu d'hystérie, un petit peu d'obsessionnalité, un petit peu de ci, un petit peu de ça. On est tous un petit peu par... Ah, dès que je dis hystérie, mon ordi, il s'allume avec Siri. Ouais, c'est bon, t'as fini. On a tous un petit peu de tout, mais après, c'est comment est-ce que certaines de ces problématiques ou troubles psychiques vont venir un petit peu trop dans la balance. Et après, être professionnel thérapeute, c'est pas être clean, hein. Si vous croyez que je suis clean, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Du coup, non, c'est comment est-ce que, par contre, après, on va être capable d'avoir une suffisamment bonne connaissance de soi, donc l'analyse personnelle est toujours fondamentale. L'analyse personnelle, une bonne connaissance de soi de façon générale, et aussi une supervision. Parce que il est important de savoir, justement, si on se connaît très bien et si on est supervisé, eh bien, justement, ton trouble limite, non, enfin, je sais pas si c'est vraiment que tu aies une personnalité limite, ne veut pas dire que tu as un trouble de la personnalité limite. Alors après, j'en sais rien, mais attention à cette distinction. Moi, je suis obsessionnel, mais je pense pas avoir une névrose obsessionnelle au sens où je n'en souffre pas au quotidien, j'ai pas des tocs ou quoi que ce soit. Non, je suis obsessionnel, j'aime que les choses soient bien faites, j'aime que les choses soient comme ça. Si vous regardez, il n'y a pas grand chose qui bouge dans mon bureau à chaque fois que vous regardez une vidéo, parce que bah, j'aime bien que les choses soient à leur place et tout. Et voilà, j'en souffre pas, c'est pas la catastrophe. Et puis j'ai d'autres tares. Mais tout ça pour dire quoi? Par contre, en sachant ça, il faut que je fasse attention si le travail que je fais avec mes patients, est-ce que là, ce sont de mes projections obsessionnelles, ou est-ce que ce que je viens de lui dire, c'est quelque chose qui est bon pour lui, ou est-ce que c'est ma personne qui est en train de s'exprimer, ou quoi? Et donc ça, aussi bien l'analyse perso que la supervision vont aider le thérapeute à faire abstraction et à mettre en fait son fonctionnement et sa structure, ses mécanismes de défense ou ses schémas comportementaux de côté. Donc oui, je pars du principe que si on n'est pas trop déconnecté de la réalité, on peut être thérapeute du moment qu'on fait attention de ne pas envoyer ça à l'autre. Ah, il y a Xavier qui est un grand fan de la chaîne parce que je crois qu'il n'y a pas une seule vidéo de lui qui n'est pas commentée par lui. Bonjour, j'ai deux questions. Que penses-tu des TCC? Eh bien, ça fonctionne extrêmement bien pour certains types de pathologies, ça c'est sûr et certain. Il n'y a rien à redire là-dessus. Pour tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, je trouve que c'est redoutable. Pour les TOC, c'est redoutable. Pour certaines addictions, ça fonctionne bien aussi. Et puis voilà, c'est un référentiel qui, comme je le disais tout à l'heure, ou dans une autre question, ce sont des outils très formatés qui vont permettre aux praticiens d'être assez précis et pointus sur ce qu'il cherche à travailler, sur ses objectifs, sur ses missions. Ça lui donne un bon cadre, je trouve. Mais voilà, il faut que ça corresponde au thérapeute,
celui qui utilise cet outil-là, il faut qu'il soit bien avec cet outil-là. Moi, tout ce que je pense des TCC de négatif, c'est que la plupart du temps, je trouve que non, je peux pas dire ça. Ce que ça a de positif, c'est que ça peut marcher avec à peu près n'importe qui. En tout cas, il n'y a pas besoin d'être très euh, comment dire ça? Ça peut marcher avec vraiment des personnes qui sont pas très cortiquées, ça pose aucun problème, ça fonctionne très bien. Voilà, mais ça ne correspond mais absolument pas à ma vision du métier de psychologue, à mon approche, à l'aspect de comment est-ce qu'on se laisse surprendre avec le patient pour que lui aussi il se laisse surprendre par ce qu'il dit, et comment est-ce que justement de ces questionnements-là on trouve des outils sur le moment, mais ces outils-là il faut que le patient soit capable de les inventer, de les co-inventer avec son thérapeute, et donc ça demande d'autres compétences, d'autres capacités, et voilà, mais ça fonctionne très très bien. Et que penses-tu de l'EMDR? Ça fonctionne aussi du feu de Dieu dans certaines euh, psychopathologies, notamment les traumas. Hein. C'est peut-être un peu trop cliché que de dire ça, parce que le MDR peut être utilisé et semble être utilisé de plus en plus dans d'autres domaines, mais ça a fait ses preuves et ça fonctionne bien. Il y a certains praticiens qui adorent faire ça et qui font ça toute la journée, et tant mieux pour eux. Moi, faire des tapotages et faire regarder les doigts et faire ci et faire ça me gonflerait, mais particulièrement, quoi. En fait, faire la même chose toute la journée, ça me gonflerait, tout simplement. J'ai trop travaillé en usine pour que je kiffe ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à l'EMDR? Par contre, ça fonctionne très bien. On regarde les études, ça fonctionne très très bien. Et tant mieux pour eux. Mais moi, je ne veux pas pratiquer ces choses-là. Merci à toi pour ta question. Et ça me fait toujours plaisir, tes commentaires. Avec grand plaisir, tu continues. Alors, Mel, je suppose. Quel est ton parcours professionnel? As-tu toujours été psychologue? Eh ben voilà. Et pour aujourd'hui, je vais d'ailleurs m'arrêter sur cette question-là parce que je pense que ça va prendre du temps. Parce que non, je suis loin d'avoir toujours été psychologue. Donc non, mon parcours professionnel, moi, il a commencé à 14 ans. J'ai la chance d'avoir un oncle et une tante qui étaient maraîchers et qui avaient leur propre exploitation agricole, et qui faisaient des fruits et des légumes dans le sud de la France. Et donc à partir de 14 ans jusqu'à mes 22 ans, quasiment, sauf une année, tous les étés j'allais là-bas. J'allais là-bas, et donc, eh ben, je cultivais la terre, je ramassais les pêches, les brugnons, les nectarines, les fraises, les tomates, les figues, les raisins, les pommes, les poires, les abricots, les melons, les tomates, les courgettes, les salades, le basilic, le persil, la ciboulette, qu'est-ce qu'on vendait d'autre encore? Des aubergines, des poivrons, enfin voilà, on faisait mais vraiment tout, et je faisais ça tous les étés, juillet et août. Et à 16 ans, j'ai pu conduire le tracteur, donc alors là, c'était un nouvel univers qui s'ouvrait à moi, et du coup, je pouvais bosser encore plus. Et voilà, à partir de 18 ans, bah, je pouvais conduire le camion, et donc aller directement conduire le camion sur les lieux où il fallait faire les marchés, et puis donc j'aidais à la plantation, à la récolte, et aussi à la vente, voilà. Et ça a duré euh, de 14 à 22 ans, sauf un an où j'ai été guide au cave de la Chartreuse, avec ma petite cravate et tout machin, et puis bon, bah, je me suis fait virer parce qu'il fallait que jeunesse se fasse, donc j'ai fait un peu des conneries là-bas. Et donc du coup, c'est pour ça que l'année d'après, je suis retourné bosser chez mon oncle et ma tante. Et entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup d'intérim où j'ai fait... ça s'est toujours bien passé par contre, parce que à part au cave de la Chartreuse, je crois que j'ai toujours été un professionnel modèle. Donc j'ai fait quoi en intérim? J'ai fait de la euh, déménagement, menuisier avec un ami, c'était
une des meilleures missions, 3 mois dans une menuiserie où c'était vraiment trop bien, on se marrait tout le temps. Beaucoup d'usines, comme je disais tout à l'heure, malheureusement ça c'était beaucoup moins cool, hein, des travaux très difficiles dans le béton. On faisait des planchers béton, donc quand on est déjà en juillet-août et qu'en plus on fait cuire des planchers béton, il faisait vraiment 60 degrés dans l'usine. D'autres usines où on faisait de l'emboutissage, donc des grosses plaques de métal, et en fait on emboutissait avec des machines, avec des fortes pressions pour sortir des pièces moulées. Et d'autres usines où je devais, alors attention, gros record personnel, je m'ennuyais tellement quand je travaillais à l'usine, je devenais tellement fou de cette répétition de choses, de toujours faire la même chose. J'avais même compté une fois 8256 boulons en 3 jours, que je prenais les boulons, je les mettais dans la pièce, je fermais la pièce, je taraudais la vis à l'intérieur, comme ça faisait un filetage pour pouvoir visser une autre vis à l'intérieur, et ensuite on la mettait dans la cage d'à côté, et ensuite on prenait le boulon, on le mettait, on le serrait, on le filetait, on le mettait dans le truc d'à côté. 8256 en 3 jours. De quoi devenir fou, mais fou de fou de fou. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été caissier à la foire fouille de Voiron pendant 2 ans. C'était sympa, c'était les dimanches et les jours fériés, donc ça c'était plutôt cool. Et j'ai été pion dans un lycée à Voiron aussi, là où j'habite. Pion à la Natte pendant 4 ans, où j'ai rencontré mon meilleur ami, donc une énorme chance. On s'est rencontrés le matin de la rentrée, le premier jour, on était assis à côté et on devait donc écouter le directeur. Bon bref, tout le monde s'en fout, mais c'est là que j'ai rencontré mon meilleur ami et ça a été le coup de foudre. Et bref, voilà. Donc beaucoup de travaux autres. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Ah oui, quand j'ai été diplômé de psycho, quand j'ai eu mon master 2 de psycho, avant de partir à la Réunion, en fait, il fallait faire des ronds et j'avais pas réussi à être embauché en tant que psy, bien évidemment. Donc du coup, j'ai travaillé à l'établissement français du sang pendant 4 mois, je crois, 3 ou 4 mois, je sais plus. Et du coup, c'était très drôle. J'étais diplômé de psychologie et en fait, il y avait que des gens de bac+2, des laborantins ou je sais pas quoi, qui me prenaient pour de la merde parce que ben moi, je venais nettoyer les paillasses, passer le balai, la serpillière, nettoyer tous les matériaux dont ils avaient besoin, les matériaux médicaux, pour que tout soit bien stérilisé ou quoi que ce soit. Et tout le monde me regardait de haut et j'étais content de me dire que j'avais plus de diplômes qu'eux. C'est peut-être bête, c'est peut-être puéril, mais moi j'étais très très fier de ça. Et puis, et donc du coup je disais jamais rien, mais je nettoyais leur truc du mieux que je pouvais pour qu'ils soient contents du fait que tout soit propre et voilà. Et aussi, j'ai été cobaye pour des études pharmaceutiques, et ça gagne très très bien quand on est étudiant. C'est trop bien. On vous file des médocs pour voir comment est-ce que vous réagissez. Il y a toute une équipe de professionnels. Ben, c'est marrant. Ma femme, elle faisait ça pour ses études aussi. Et elle aussi, elle a travaillé dans l'usine dans laquelle on emboutissait du métal là. Et donc du coup, on est très content avec ma femme d'avoir traversé les mêmes choses et de savoir ce que c'est que de bosser à partir de 4 heures du mat dans une usine où on va faire la même tâche répétitive pendant toute la journée, pendant 2 mois. Et voilà, ça nous a mis du plomb dans la cervelle et je pense que ça nous aide à comprendre les autres aujourd'hui. Donc voilà. Allez, finalement, j'ai envie de répondre à une autre question. Mais voilà, en tout cas, Mel, mon parcours professionnel, ça n'a pas toujours été psychologue, loin de là. Eh bien, une nouvelle question de Kezia. As-tu déjà pris des stagiaires et à quel détail peut-il voir que ça ne le fera pas? Allez, je m'arrête là. Alors, je sais pas si tu as voulu dire as-tu déjà pris des stagiaires et à quel détail peux-tu voir que ça ne le fera pas ou peut-il voir que ça ne le fera pas? Mais je vais répondre aux deux, comme ça sera fait. J'ai déjà pris des stagiaires.
j'ai déjà pris des stagiaires et si moi je devais voir que quelque chose n'allait pas le faire, ben en fait c'est lors de l'entretien où je vois si ça va le faire ou pas, justement. Donc il y en a certains que je prenais pas parce que s'ils sont trop mous, s'ils sont trop mous, si ils sont dans la passivité, si tout est compliqué, si enfin s'il va falloir les secouer pendant 9 mois, non merci. Donc ça, bien évidemment, c'est quand je travaillais en institution, hein. J'ai travaillé 7 ans en institution, maintenant je travaille plus en institution. Non, ça fait plus. Non, j'ai dû travailler 9 ans en institution. Bref. Euh, maintenant, je ne le fais plus puisque je ne suis plus qu'en libéral. Mais ça, si lors de l'entretien j'ai affaire à un étudiant qui, selon toute vraisemblance, sait tout sur tout, connaît tout mieux que moi et va m'apprendre mon métier, lui je le prendrai pas, non. Lui ou elle, je ne les prendrai pas. Et par contre, as-tu déjà eu des stagiaires et sur quel détail peut-il voir que ça ne le fera pas? Donc si c'est l'autre cas, euh, je pense que certains stagiaires auraient pu voir que ça ne le ferait pas si mon franc-parler ne les rebutait, parce que je suis plutôt spontané et ça peut déplaire à certains et tout, mais en toute honnêteté, un stagiaire, quand il rencontre un potentiel maître de stage, je vous garantis qu'il va pas faire sa fine bouche en général, il est tellement content. Il est tellement content de potentiellement avoir un stage qu'en fait il est prêt à tout prendre. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. J'aurais même pu faire un stage de TC avec un psy TCC si ça s'était présenté. Je plaisante. Mais, euh, mais, euh, mais non, je pense que ta question, elle était plutôt à quoi est-ce que moi j'allais voir que ça ne le ferait pas. C'est ces questions-là. Si un étudiant il se la pète et qu'il essaye de me faire comprendre qu'il connaît mieux que la vie que moi, et que en plus c'est juste un étudiant et qui bosse pas pour ses études, pendant ses études ou quoi que ce soit, non, tu vas pas m'apprendre mon métier, tu vas pas m'apprendre la vie, donc reste chez toi. Et sinon, si c'est quelqu'un de trop mou, mais sinon, si c'est quelqu'un qui est motivé, qui veut apprendre, qui se pose des questions, enfin voilà, ça se ressent rapidement ces trucs-là, et pour moi, c'est un très très bon engrais pour apprendre, pour passer de bons moments. Bon, allez, une dernière, après j'arrêterai pour aujourd'hui. C'est Mo qui me dit: Bonjour, pour la personnalité hystérique, à part l'hypnose, existe-t-il d'autres approches pour les traiter? Est-ce que c'est vrai que la personnalité pathologique la plus difficile à guérir? Ouh, alors il y a deux, trois petites erreurs. Euh, pour la personnalité hystérique, à part l'hypnose, existe-t-il d'autres approches pour les traiter? Ben oui, toutes les approches. Je pense que euh, déjà, est-ce qu'on doit traiter les hystéries? Je sais pas. C'est plutôt comment est-ce qu'on doit écouter les hystéries. Euh, et y a pas que la psychodynamique qui fait ça. Et alors, du coup, quand tu dis à part l'hypnose, existe-t-il d'autres approches? Ben, je pense que justement l'hypnose, tu mets ton patient dans un état où il est plutôt passif. Je dis plutôt parce qu'en fait, on lui demande d'être actif dans sa tête. Donc c'est pas vraiment passif. Mais l'hypnose, clairement, avec l'hystérie, ça va pas faire grand-chose. Éventuellement aller rechercher dans l'enfance des souvenirs, et je suis même pas convaincu que ce soit nécessaire parce qu'on peut aussi faire surgir beaucoup de faux souvenirs, et donc il faut vraiment s'en méfier. Mais alors non, 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 l'hypnose dans l'hystérie, j'irais presque à dire contre-indication. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, non, l'hystérie peut tirer un bénéfice de tout un tas de psychothérapies, parce que l'hystérie a d'abord et avant tout besoin qu'on entende sa souffrance et sa plainte, et ça, c'est déjà très thérapeutique. Donc non, oui, il existe
beaucoup d'approches pour les traiter. Et est-ce que c'est vrai que la personnalité pathologique la plus difficile à faire guérir? Ben non. Non, parce que je pars du principe, mais pour le coup là je suis très précis et spécifique dans ce que je te réponds, c'est qu'une personnalité n'est pas forcément pathologique, une personnalité ne demande pas à être guérie, donc une personnalité qui est pathologique, on va pas la guérir, on va essayer de simplement la rendre euh, acceptable et viable pour la personne, pour son environnement et pour la société. Mais du coup, disons que peut-être que ce que tu dis là, que la personnalité hystérique soit la plus difficile à guérir, c'est-à-dire que bah non, mais on guérit pas de sa personnalité. Sa structure psychique, sa structure de personnalité, on n'en guérit pas, on ne la change pas. Mais c'est comment est-ce que par contre on va réussir à faire en sorte que l'expression défensive ou pathologique, pour reprendre tes mots, on va essayer de faire en sorte que ce soit un peu moins, un peu plus acceptable et tout. Et donc du coup, je pars pas du principe que ce soit difficile si on donne un espace de parole à ces personnes-là, qu'elles arrivent à l'investir et à y trouver quelque chose qui leur permet d'apaiser quelque chose de leur souffrance, etc. Non, ça s'apaise aussi dans leur quotidien. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Je continuerai vos questions une prochaine fois. Ciao! Alors, on est reparti, et donc là, je vais lire une question de ASMR Relaxation, je crois que c'est la deuxième. Bonjour, peux-tu donner un avis concernant le développement personnel? Est-ce un domaine qui peut être néfaste pour la psyché humaine ou peut-être en complément d'une psychothérapie? Moi, je vois pas pourquoi ce serait négatif, le développement personnel. Je vois pas. Après, c'est les dérives de certaines personnes qui veulent à tout prix vous faire croire que la vie ce sera que du bonheur, qu'on doit assouvir tous ces désirs, toutes ces pulsions, qu'on doit absolument revendiquer tel ou tel trait identitaire pour être heureux ou quoi que ce soit. Bah ça, c'est des dérives, c'est complètement stupide. Mais pour ce qui est comment dire, de prendre à cœur son développement personnel, au sens premier du terme, non, c'est très bien, je pense qu'il n'y a rien de méchant là-dedans. Francisco65, bonjour, j'ai 58 ans et je découvre avec un certain intérêt le fonctionnement humain au travers des gens qui m'ont été donnés de rencontrer. J'aimerais suivre un cursus via des cours ou formations. Quelles seraient là où les voies qui sont disponibles? En d'autres termes, comment devenir psychologue à mon âge? Eh bien, en suivant un cursus de psycho traditionnel, c'est tout à fait possible. C'est un métier qu'on peut exercer jusqu'à très longtemps. Moi, ma première superviseuse, je crois qu'elle avait 75 ans ou un truc du genre. Donc c'est pas un problème. Enfin, l'âge, je vois pas en quoi c'est un problème. Si ce n'est que, bon, bref, le fait est que si tu veux devenir psychologue, si vous voulez devenir psychologue, il faut faire des études de psycho, je vois que ça. Surtout que moi, quand j'étais en Master 2, il y avait quelqu'un qui avait certainement le même âge que vous. Et c'était pas un problème. Autre question, Fanny Wilma, pouvez-vous différencier ce qui relève de la personnalité fondamentale des comportements acquis par l'éducation, l'imprégnation sociétale, de ce qui relève du pathologique, et si oui, comment? Je ne sais pas si ma question est assez claire. Alors, si elle est claire, mais elle est extrêmement complexe, je pourrais pas y répondre. Différencier ce qui relève de la personnalité fondamentale acquis par l'éducation, je pense que justement notre personnalité se structure par le langage des parents, par le langage familial, par le langage de ce système auquel on appartient dans la petite enfance.
et que justement il y a beaucoup de choses qui se mettent en place comme des mécanismes de défense. Comment est-ce qu'on souhaite aborder les problématiques auxquelles on a affaire? Est-ce que c'est par la fuite? Est-ce que c'est par la séduction? Est-ce que c'est par l'agressivité ou quoi que ce soit? Tout ça, ça va venir structurer notre psychique et donc on peut pas le différencier de l'éducation. La question, elle peut être aussi autour de l'inné et de l'acquis, et bien évidemment qu'il il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs neurologiques auxquels eh ben, c'est pas l'acquis qui est en jeu, c'est de l'inné, mais quand on est enfant, on voit bien qu'il y a il y a des stratégies qui sont mises en place pour outrepasser ces choses-là. Et d'ailleurs, la structure de personnalité en fait partie. C'est comme qui dirait un symptôme positif de l'adaptation ou de la suradaptation à tout ce qui est de l'ordre de nos tares innés. L'imprégnation sociétale de ce qui relève du pathologique, c'est encore très compliqué de répondre à ça, mais ce que je pense, avec l'expérience qui est la mienne et mon bagage théorique qui est le mien en tant que psychologue, bien évidemment que je suis convaincu que la société crée des psychopathologies. La société dans laquelle on vit, nous occidentaux, européens, etc., on voit bien qu'il y a plus de dépression que dans les autres continents, et notamment qu'en Afrique ou autre. On a des troubles psychiques qui n'existent pas dans plein d'autres pays, comme par exemple les troubles du comportement alimentaire. Allez en Inde, au Népal ou dans des pays d'Afrique noire ou quoi que ce soit, vous allez voir que on n'a pas ces problématiques-là. Donc la société clairement crée des problématiques psychiques parce que il faut que quelque chose s'exprime. C'est la question aussi de l'hystérie. Comment est-ce que certaines choses peuvent s'exposer à la société d'une façon et pas d'une autre? Après, il y a des psychopathologies qui n'ont rien à voir avec ça. Je pense notamment à la schizophrénie qui est repérée dans quels que soient les pays, quelles que soient les cultures. Après, les schizophrénies, chez nous, on va plutôt les cacher, les médicamenter ou quoi, alors qu'on voit bien que dans les pays dits en voie de développement, les personnes schizophrènes, par exemple, vont être beaucoup plus intégrées à la société, vont avoir un rôle social, et donc on va avoir des symptômes qui sont assez différents, des expressions assez différentes. Donc voilà, on peut pas dissocier, si j'ai bien compris ta question, l'inné et l'acquis sont deux choses différentes qui vont interagir ensemble bien évidemment, mais on peut pas mettre l'éducation et la société en dehors de tout ça. Bien sûr que ça joue sur le choix de symptômes, le choix avec de gros guillemets. Emma Roland, est-ce qu'il y a des choses, des comportements, des remarques des patients qui t'énervent? En général, si un patient va dire quelque chose qui m'énerve, c'est que ça vient se confronter à mon propre système de croyance. Donc j'ai juste à me taire et à analyser ça pour que justement ce soit une information contre-transférentielle et que je fasse bien attention de pas l'utiliser, de pas inviter ça dans la séance. Par contre, des comportements, le fait de pas respecter le cadre, ça peut m'énerver, d'être toujours en retard et de pas se rendre compte, soi-disant que ça met les autres patients en retard, que moi je suis là pour eux et que enfin, le retard comme les lapins. Bon, les lapins, ça arrive assez rarement, puisque moi, je fais partie de ces personnes qui ont décidé depuis déjà longtemps de facturer les séances où les personnes ne viennent pas. Et je leur dis, dès la première séance, dans le cadre de mes séances, vous avez la possibilité de déplacer ou d'annuler un rendez-vous, je ne vous en voudrais jamais, mais je vous demande de le faire au moins 24 heures à l'avance. Si vous me prévenez au dernier moment ou si vous ne me prévenez pas et que je vous attends pour rien, je le facture. Et
80% du temps, on me dit mais c'est normal, ce qui n'est pas normal, mais ce qui est devenu obligatoire, entre guillemets. Donc voilà, ouais, les attaques de cadre, ça peut être quelque chose qui peut m'énerver. Stéphanie, quelles sont les différences entre psychologue, psychiatre, psychanalyste co, et surtout comment choisir? Je n'ai pas encore eu le temps de regarder toutes les vidéos, donc navré si j'arrive après la bataille. Aucun problème, tu es la bienvenue, et puis non, c'est une question que je n'ai jamais traitée sur la chaîne, parce que c'est beaucoup trop complexe à le dire de façon claire, nette et précise pour que les gens arrivent à enfin arriver à la faire, cette distinction. Donc, je crois que toutes les chaînes de psycho ont traité cette question, sauf moi. Donc je vais quand même essayer de te répondre. Le psychologue, il a fait 5 à 6 ans d'études en université et il est formé à la psychothérapie, à la psychopathologie, c'est-à-dire qu'il est formé pour savoir, non pas poser un diagnostic, parce qu'il n'a pas le droit, mais faire son diagnostic pour qu'il puisse déterminer la prise en charge qu'il va avoir avec son patient. Donc il faut qu'il ait des connaissances de psychopathologie, mais aussi de diagnostic différentiel. C'est très important parce que ça va l'amener à utiliser des tests ou des outils ou des méthodes pour être thérapeutique avec le patient, c'est-à-dire soigner sa douleur psychique. Voilà, je vais résumer, et il peut faire des tests aussi, des tests, des bilans et des choses comme ça. Je vais résumer le psychologue comme ça. Le psychiatre, il a fait médecine, il n'est pas formé à la psychothérapie. Ça, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça ne fait pas partie de leur cursus initial, de leur parcours initial, ou je sais plus comment on dit, de leur formation initiale, voilà. Ils sont formés à la pharmacologie, à la neurologie, à tout ce que vous voulez ou quoi, pour arriver à, eux, pouvoir poser un diagnostic véritablement, inscrire un diagnostic et pouvoir le traiter par voie médicamenteuse ou donner d'autres voies thérapeutiques. Ils peuvent chapeauter tout un tas de prises en charge ou quoi que ce soit, mais voilà, ils ont fait médecine, et ils peuvent prescrire des médicaments, et normalement, à la sortie de leurs études, ils n'ont fait que ça. Sous-entendu, ils ne sont pas là pour vous écouter et vous aider à vous accompagner à trouver des solutions à vos problématiques et, psychiques et à votre conflit psychique, vos conflits psychiques plutôt. Ils sont là pour vous écouter et savoir si il existe un traitement, et notamment médicamenteux, qui peut venir apaiser les manifestations psychiatriques, de souffrance psychiatrique ou de manifestations de comportement psychiatrique. Je le résumerai comme ça, il y a beaucoup de psychiatres qui seraient certainement pas d'accord avec ce que je viens de dire, parce que c'est sûr et certain que c'est extrêmement réducteur, mais voilà. Et le psychanalyste, lui, il est soit médecin, soit psychiatre, soit psychologue, mais certains ne sont rien de tout ça. Le psychanalyste, lui, obligatoirement, il a dû suivre une analyse personnelle. En plus d'une analyse personnelle, il a dû se suivre et entreprendre une analyse didactique, c'est-à-dire une analyse qui doit lui apprendre très justement la méthode psychanalytique selon une école, freudienne, lacanienne, jungienne, ce qu'il veut, ce qu'il peut aussi, et il doit faire partie d'une association dans laquelle il est capable de rendre compte de ses acquis théoriques et de ses, comment on appelle ça, ouais, on va dire qu'il doit pouvoir être capable de rendre compte de façon intelligible pour son école ou son association des processus qu'il repère dans la clinique ou quoi que ce soit. Et sauf que, mine de rien, il y a beaucoup de psychanalystes qui ne le font pas. Moi, je l'ai eu fait et je ne le fais plus. À partir du moment où je me suis rendu compte que j'y trouvais pas du tout mon compte dans ces associations et dans ces écoles-là, eh bien, je suis parti faire autrement, mais voilà. En tout cas, le psychanalyste doit faire ça pour mener des psychanalyses. The Turing
Hop, The Turing Project. Bonjour, ce serait cool de comprendre comment les TERV peuvent aider à soigner les patients ou comment soigner la demande préfrontale avec la stimulation par électrode profonde. Et qu'est-ce que c'est? Vous avez des questions? Alors, TERV, je crois que c'est les trucs en réalité virtuelle. Je suis même pas sûr, peuvent aider à soigner les patients. En tout cas, la réalité virtuelle, ça peut aider à soigner les patients parce que ça vous met dans une... c'est comme en hypnose ou comme quand on fait certains types de thérapies où on met les personnes en situation et on les fait évoluer dans ce cadre ou quoi que ce soit. La réalité virtuelle, ça peut être intéressant pour ça, c'est mettre la personne dans la situation et gérer avec elle directement soit ses émotions, soit ses cognitions, soit ses représentations ou quoi, donc c'est plutôt pas mal. Et comment soigner la demande préfrontale avec la stimulation par électrode profonde, et qu'est-ce que c'est? Je vais être honnête, j'en sais rien. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas. Donc désolé, je peux pas te répondre plus que ça. Kael, bonjour, que penses-tu de la psychanalyse au XXIe siècle? Eh ben, j'en pense très exactement ce que je dis dans le documentaire À bon entendeur, qui se trouve sur la chaîne YouTube À bon entendeur. Et vous tapez À bon entendeur psychanalyse, vous pouvez être sûr que vous allez tomber dessus. Et que la psychanalyse au XXIe siècle, la France n'y est pas encore, mais le reste du monde y est déjà, en fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que la France aujourd'hui continue par la voie de certains crétins ou crétines, en l'occurrence, d'être mise plus bas que terre, d'être critiqué avec des critiques qui sont sans fondement, qui sont complètement stupides, alors que si on regarde les études internationales, et surtout, vous pouvez même aller voir les méta-analyses internationales et scientifiques qui rendent compte de la scientificité et l'efficacité de la psychanalyse, pardon, et des thérapies psychodynamiques. Il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez les trouver, ces études-là. La France continue à croire dans le pauvre compte-rendu de l'INSERM, parce qu'on peut pas appeler ça une étude, le compte-rendu de l'INSERM de 2004, et voilà. Et de plus, j'essaye de véhiculer de plus en plus cette distinction entre le fait que les gens qui disent que la psychanalyse n'est pas scientifique, oui, elle n'est pas scientifique, la théorie psychanalytique n'est pas scientifique, par contre la méthode l'est, la méthode psychanalytique est tout à fait testable, elle est testée, elle est éprouvée, elle est tout ce que vous voulez dans les autres pays, mais pas encore trop en France. Et quand il y a quelqu'un qui fait une étude ou une méta-analyse en France sur le sujet, eh bien on dit toujours que c'est pas valide, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Faut que ce soit écrit par des Anglais ou des Américains ou d'autres pays ou des Japonais pour que là ce soit pris au sérieux. Donc voilà ce que je pense de la psychanalyse au XXIe siècle. Ça reste un très bon outil. Sergio Man, top une FAQ. Que c'est notre inconscient de notre conscient? Je pense qu'il en sait tout. Je pense qu'il en sait tout, mais qu'il s'en fout. L'inconscient se fout éperdument de notre conscient, je pense, puisque lui, il continue à faire son petit bonhomme de chemin avec ses règles à lui, c'est-à-dire de ne pas respecter les règles de la physique, de ne pas respecter le temps, de ne pas respecter la vie, la mort, le possible, l'impossible. Mais l'inconscient, je pense qu'il sait tout de notre conscient, mais il s'en fout éperdument. Ah, The Turing Project, autre question. Souffres-tu de tes consultations des fois et la déshumanisation est-elle obligatoire pour soigner? Alors oui, je souffre parfois de mes consultations. Attends, je regarde parce qu'il y a marqué une réponse. Dans le même ordre d'idées, comment encaisser certains récits et les flots d'émotions qui peuvent venir avec tant
sur le moment, rester neutre et bienveillant face au patient, qu'a posteriori, comment tu fais pour, comment dire, laisser le thérapeute au cabinet? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de stopper le travail avec un patient pour te protéger? Oui, oui, oui. Il m'est arrivé d'arrêter avec certains patients pour me protéger, ou aussi parce que je voyais que je faisais pas du bon boulot avec eux, donc ça sert à rien. Mais, euh, mais donc pour repartir sur la question de Turing Project, oui, oui, il y a des fois où je souffre de mes séances. Il y a une fois où j'ai pas pu m'empêcher de pleurer lors de la séance, un cas très compliqué où on m'a parlé de la mort d'un bébé avec la souffrance de la mère qui était plus que palpable et, euh, et dans des conditions très 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 difficiles. Donc ça m'avait énormément bouleversé. Après, il y a plein de séances qui nous bouleversent. Et donc, la déshumanisation est-elle obligatoire pour soigner? Ben non, je suis pas du tout d'accord. Euh, à partir du moment où on fait avec son transfert dans la séance, eh bien, la déshumanisation, elle y est pas du tout. Non, moi, je vis avec mes émotions. Mes émotions sont utiles et nécessaires à l'accompagnement thérapeutique. Elles sont utiles et nécessaires à ma méthode de travail. Donc, donc non, la déshumanisation, c'est pas, en mon nom, en tout cas pour ma pratique à moi, c'est pas le cas. Et comment encaisser certains récits et les flots d'émotions? Alors, en fait, le fait de toujours vouloir réfléchir à qu'est-ce que je peux dire, ou comment est-ce que je peux rebondir, ou comment est-ce que je peux relancer la personne pour que justement on soit pas dans l'abattement et dans juste la plainte ou quelque chose comme ça qui n'aurait pas vraiment de sens, eh bien le fait de se concentrer sur ça déjà ça permet de pas se laisser aller trop à ses émotions. On prend nos émotions comme une information, mais on se laisse pas y aller, on se laisse pas happer là-dedans parce qu'on cherche quand même à comment est-ce que je vais pouvoir mettre la personne au travail. C'est quand même le but. Comment est-ce que je vais continuer à mener ma séance pour que cette séance ne soit pas une séance perdue et que cette séance ait du sens et que vraiment la personne reparte avec quelque chose de nouveau. J'insiste, c'est quelque chose que j'ai en commun avec Samuel de Psychorama. Samuel Mergui, il dit toujours il faut la petite paupiette à la fin de la séance, il faut le truc qui va faire avancer et mettre la personne au travail, et je suis tout à fait d'accord avec ça, je fais ça aussi. Donc je me concentre beaucoup sur le qu'est-ce que je vais pouvoir amener de nouveau et de spécifique lors de cette séance qui va faire avancer mon patient. Et de faire ça, bah déjà, ça me permet de faire ce pas de côté et de rester professionnel. Et puis, contrairement aux idées reçues, c'est c'est pas tant les histoires hyper glauques, hyper dures ou quoi que ce soit qui nous touchent le plus. Je pense que ce qui nous touche le plus, ça peut être une chose assez anodine, mais qui vient toucher à notre propre vécu et à notre enfance. Des séances qui me bouleversent, mais vraiment énormément, en général, c'est quand j'ai affaire soit à un récit de quelque chose qui me rapporte à ma propre enfance, à mes propres moments de difficulté, ou alors un enfant qui me rapporte à ma propre enfance et au propre moi infantile. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent beaucoup beaucoup me bouleverser. Mais mine de rien, le cadre de travail et l'objectif thérapeutique est pour moi quelque chose qui me permet de faire le pas de côté qui fait que le 95% du temps ça se passe très bien. Voilà, voilà. Alors, on passe à vos questions sur Instagram. Et alors, il y a plein de questions d'un Breton en cavale, qui, pour information, est un de mes meilleurs amis. Donc, le ton sera détendu. Que doit-on attendre d'un psy à court et long terme? Ben, que doit-on attendre d'un psy à court et long terme? Bah, qui te fasse progresser, qui te fasse avancer. S'il te fait plus avancer, plus progresser, si quand il va, tu as l'impression que tu fais que parler et qu'il se passe rien et que bah, si c'est plus un soutien, si c'est plus une ouverture sur
sur quelque chose de nouveau dans ta psyché, dans tes émotions, dans tes capacités ou quoi, ou dans ton analyse de tes comportements et de tes attitudes, c'est que ça sert plus à rien. Donc voilà, ce qu'il faut attendre de ton psy, je dirais que c'est ça, qui continue de te faire avancer et d'ouvrir le champ des possibles. Autre question, Samuel. Comment convaincre ses proches? Ah, comment convaincre ses proches d'aller voir un psy, je suppose. Tu ne peux pas les convaincre. Tu peux pas les convaincre. Il faut que ce soit un vrai besoin. Il faut comprendre que c'est pas juste. En fait, tant qu'on est assimilé à du soin psychiatrique, parce que j'ai vu du coin de l'œil le reste de ce que tu dis, des réponses aux clichés sur les psys, ben, c'est que les clichés sur les psys, le principal c'est que c'est pour les fous, c'est que ça relève de la psychiatrie et tout. Donc pour convaincre ses proches, il faut qu'on... Je dirais presque comme moi je convainc les ados. Les ados en général quand ils viennent à la première séance, ils n'ont pas envie de venir, ils savent pas pourquoi ils sont là, ça les gonfle. C'est leurs parents qui ont décidé de les amener ici. Moi, je leur dis, moi, je te propose qu'on découvre ton mode d'emploi. Et peut-être que tu pourrais dire ça à tes proches ou aux gens qui en voient pas encore l'utilité d'aller se faire suivre. Bah, c'est découvrir son propre mode d'emploi pour savoir ne pas se mettre dans la merde tout seul ou quoi que ce soit. Faut-il séparer l'homme du psy? Bah oui, parce que sinon, ce serait un peu problématique. Oui, le psy, c'est une fonction, c'est presque, on pourrait mettre un uniforme de psy quand on va bosser. Et vu que le moi ne doit pas s'inviter dans les séances, oui, il faut absolument séparer l'homme du psy. Et toi-même, tu sais à quel point je peux être cinglé dans la vie normale. Et heureusement que je suis pas comme ça et que je suis très calme, posé et quelqu'un de bien quand je suis au travail. Psychologie et religion. Ben, vu que notre psychologie a affaire à notre référentiel de croyance au sens large, euh, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas avoir affaire aux croyances aussi spirituelles? Euh, pour moi, il n'y a pas de distinction en fait. Euh, Après, je sais pas si j'arrive à bien comprendre ta question puisque c'est juste marqué psychologie et religion et bah, j'ai juste envie de te dire why not? C'est pas incompatible. C'est Françoise Dolto qui avait fait ça, qui a écrit. Alors je l'ai juste survolé, je l'ai pas écrit, je l'ai pas lu réellement. Euh, la, euh, je crois que c'est. Ah là là, j'ai un trou de mémoire. L'Évangile au risque de la psychanalyse, voilà, de Françoise Dolto. Donc je peux te proposer de lire ça si vraiment tu veux savoir. Après, je sais pas s'il y a des trucs entre psychologie et l'islam ou psychologie et le judaïsme, mais en tout cas, je sais que, en tout cas, tu peux lire ça si ça t'intéresse. Nathalie, bonjour. Comment un psychologue psychanalyste peut accompagner un patient douloureux chronique? Y a-t-il des mouvements psychiques spécifiques qui accompagnent la douleur chronique? Alors oui, il peut justement, à très juste titre, accompagner les personnes qui ont des douleurs chroniques. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, ce sont des douleurs qui sont présentes, des douleurs somatiques qui ne peuvent pas être soignées et qui sont persistantes au-delà de 6 mois, pas être soignées ou pas suffisamment réduites, et ce qui fait que ça impacte énormément le patient dans sa vie et dans son quotidien. Et en fait, il est très important, de par la psychanalyse notamment, mais aussi par d'autres accompagnements, d'amener le patient à se rappeler que tout ne tourne pas autour de la douleur, d'arriver à s'excentrer de la douleur, parce que en fait les douleurs chroniques, le problème c'est que c'est quelque chose qui est constamment présent
dans la psyché des individus, des douloureux chroniques. Je vais plutôt faire comme ça, pardon, parce qu'il y a beaucoup de réverbération dans mes lunettes. Et, en fait, la psychanalyse peut aider à remettre, euh, je dirais, la concentration, la fixation du sujet sur d'autres choses, à réinvestir d'autres choses, à déplacer ces investissements libidineux, parce que par exemple, quand on a une douleur chronique, souvent ça va venir impacter ce qu'on faisait avant, ce qui était nos passions, ce qui était nos hobbies ou nos activités sportives ou quoi que ce soit. En général, souvent c'est remis en question, l'aspect professionnel aussi, bien évidemment. Et donc, il faut aider les personnes à retrouver où est-ce que tout cet investissement, ils vont pouvoir d'énergie libidinale, d'énergie psychique, où est-ce qu'ils vont le mettre. Et donc, voilà, on peut les accompagner là-dessus. Et surtout, c'est fondamental parce qu'il faut, quand on est à affaire à des douloureux chroniques ça fait des années et des années qu'ils ont leur douleur, il faut vraiment réussir à les faire regarder ailleurs. Il y a un truc il y a des choses qui fonctionnent bien, hein, c'est comment est-ce que chez les douloureux chroniques, les jeux vidéo notamment, ça peut très très bien fonctionner parce que en envoyant sa psyché dans l'avatar, eh bien en fait, on a un ressenti moindre de la douleur. Il existe plein de techniques, c'est assez passionnant. Est-ce qu'il arrive, running away the world, est-ce qu'il arrive que certains de vos patients testent les limites du cadre? Si oui, comment recadrer ou imposer des limites à un patient? Eh bien, oui, bien évidemment que ça arrive. Et le cadre, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment intransigeant. Et c'est-à-dire que le cadre, il est remis en question, on dit qu'il est attaqué aussi en institution. Mais en libéral, c'est hyper important d'avoir un cadre parce que ça vous sécurise vraiment. Et ça sécurise le patient aussi, hein, je le précise. C'est pas que pour le psy. Et donc, quand il y a quelqu'un qui fait des retards, qui à répétition, faut en parler avec lui. Et moi, jamais, je leur dis toujours, si c'est moi qui ai du retard, je ne le ferai pas pâtir, vous n'allez pas en pâtir de mon retard à moi, c'est-à-dire que mon temps de séance sera le même, si c'est moi qui ai du retard. Si en revanche la personne vient en retard, je ne prendrai pas de retard pour le patient suivant. C'est-à-dire que c'est à la personne qui est en retard de payer le dommage dû à son retard. Donc elle a moins de temps de séance, mais il est hors de question que ça impacte la personne d'après. Le fait que une séance annulée ou une séance oubliée soit payée, c'est aussi le fait que la personne, elle va payer, elle, le prix de son oubli. C'est pas moi qui vais payer ce prix-là. C'est un prix, je parle du prix subjectif, hein, en faisant payer de façon pécuniaire, ça fait d'abord et avant tout payer le prix subjectif. Le fait que qu'est-ce qui peut être aussi problématique dans le cadre? Le fait d'être trop passif dans la séance aussi, je trouve que c'est une attaque du cadre, de pas utiliser la séance à bon escient, et ça on le retrouve beaucoup avec les adolescents, mais aussi avec certains adultes. Les petits en général, les tout petits, s'ils attaquent le cadre, c'est malgré eux, c'est pas interprété de la même façon. On leur redit les choses, mais je le perçois pas de la même façon. Mais du coup, cette espèce de passivité, ça peut être une attaque du cadre, de se laisser guider. Et ah oui, les adultes avec qui ça arrive souvent, ce sont les personnes qui sont là sur décision de justice, qui vont se retrouver là chez nous contre leur gré, mais parce que le juge a dit qu'il y avait une obligation de soins. Et là aussi, on a des attaques de cadre de ce type-là, d'être très passif et d'être là et de rien faire, et donc là faut sortir les rames. C'est un peu compliqué. Est-ce que je me suis pas perdu? Si oui, comment recadrer ou imposer des limites?
Comment recadrer? C'est-à-dire que justement, avec les personnes qui viennent sur décision de justice, moi je leur dis, bah, en fait, si vous êtes là juste pour faire un acte de présence, moi je ne vous fais pas j'arrête le suivi et je ne continue pas, et donc je ne vous fais pas les papiers pour le juge, et surtout j'expliquerai dans un courrier pourquoi. Je suis pas là pour faire du présentiel ou quoi, ça m'intéresse pas. Et bon, bah, soit il faut le faire parce que la personne en a vraiment mais rien à faire, soit il se dit bon bah d'accord, allez, c'est bon, je vais utiliser les séances, et puis il vous baragouine n'importe quoi, et c'est pareil. À partir du moment où la personne vous raconte des choses de son quotidien qui pourraient ne pas prêter à analyse, ne pas prêter au travail thérapeutique, bah, vous leur montrez comment est-ce que vous arrivez à faire de la clinique avec ça, et en fait, finalement, ça finit par les intéresser. Ça finit par les titiller leur curiosité, je dirais, et finalement, on peut avoir une bonne alliance thérapeutique qui se met en place. Avec les adolescents, comme je le disais, je leur fais entendre qu'ils ont à gagner dans le fait de se connaître, de se comprendre, et d'avoir un peu ce mode d'emploi, et aussi de gagner sur la compréhension de la relation à l'autre. Comprendre les relations interpersonnelles à l'adolescence, c'est quelque chose qui est quand même fondamental, et travailler là-dessus, souvent ça les intéresse, mais voilà. Donc je recadre par sur le fait d'appuyer sur des objectifs ou qu'on peut se fixer, bien évidemment, ou alors je recadre sur le fait que c'est eux qui vont en payer le prix, ce sera pas moi en tout cas. Le prix, ça veut pas dire forcément sortir un chèque ou des espèces, ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que vous avez déjà dû gérer un transfert massif amoureux, et si oui, comment? Un transfert massif amoureux, c'est arrivé une fois. Je l'ai géré tout simplement en redisant à la personne que il y avait méprise, que c'était normal, que dans la situation qui était la sienne, avoir quelqu'un qui était à l'écoute, qui était pas dans le jugement, et qui, en plus, moi, qui n'avais pas de demande envers elle, donc j'avais pas une demande qui était un poids pour elle, bah forcément, ça pouvait paraître séduisant, mais c'est lui rappeler que en fait, c'est juste parce que je me tais, j'ai une posture particulière, et que dans la vraie vie, je suis pas comme ça du tout, et que du coup, elle croit être amoureuse d'une image, l'image qu'elle a construite d'elle-même, mais que moi, en tant que personne, je ne suis pas cette image. Et voilà, c'est tout. Toujours Emma, qu'est-ce qui peut être frustrant dans le métier de psychologue? Eh bien, de ne pas avoir la formule magique pour aider tout le monde d'un claquement de doigts. C'est-à-dire que, eh bien, des fois, de ramer, des fois de pas y arriver, de vouloir vraiment, et ça, bon, c'est à voir aussi avec ma supervision, hein. C'est comment est-ce que mon désir à moi, il est de vouloir à tout prix soigner et faire que les gens aillent mieux. Je dirais presque faire taire la plainte, mais ça me regarde, c'est ma frustration à moi de pas pouvoir soigner tout le monde comme ça. Et, vous allez mieux. Non, il faut se retrousser les manches. Il faut accepter que parfois ça prenne du temps. Il faut accepter que parfois on a beau donner tout ce qu'on peut n'est pas suffisant pour le patient, ou tout ce qu'on peut n'était pas adapté à ce patient, ou tout ce qu'on peut n'est pas utile au patient. Voilà, cette frustration-là, moi je pense que c'est la plus grosse frustration que j'ai, c'est de parfois j'ai envie de secouer certaines personnes et leur dire mais tu vas aller mieux, oui, et en fait bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, ça marche pas, voilà. Et Sally Peony, alors Sally, parce qu'après je sais pas si j'ai bien prononcé. Bonjour, les psychologues cliniciens et psychanalystes prennent-ils un peu plus en compte les évolutions sociétales et les contextes socio-culturels de leurs patients dans les pratiques actuellement? Bah oui, bien sûr que oui. Notamment
Bah, il faut voir les écrits actuels, ils prennent vraiment beaucoup en, au sérieux les questions trans, les questions euh, de parentalité homosexuelle, enfin tout ce qui se fait aujourd'hui. Si on regarde bien les écrits, il y en a. Je fais partie d'une mailing list où on est vraiment beaucoup, enfin genre plusieurs milliers de psychanalystes à être dessus, et où chaque semaine en fait il y a quelqu'un qui récupère les tout ce qui est justement sur les avancées sociétales contemporaines et tout, sur les problématiques cliniques, parce qu'en fait, justement, hein, ça c'est pas une chasse gardée de la psychanalyse, tous les autres, je suppose, font pareil. Enfin, je dis je suppose parce que je sais que ça existe en TCC, je sais que ça existe aussi en systémique. Il y a des travaux sur les choses contemporaines, sur les évolutions. Donc oui, la psychanalyse n'est pas en reste là-dessus, et voilà, comme je le disais, même moi je fais partie d'un truc où chaque semaine on a des articles qui nous sont proposés sur les dernières réflexions, accompagnement, la clinique des questions nouvelles, et notamment euh, en ce moment il est beaucoup question des trans. Eh bien voilà, il y a une réponse, pourquoi? Ah oui, je pense notamment à ce que l'on sait maintenant sur la construction du genre, ben voilà, de l'orientation sexuelle, du stress post-traumatique et de l'ethnopsychiatrie, etc., etc. Oui, 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 mais tout ça, c'est, enfin voilà, on parle avec les collègues, bien évidemment. Je sais pas s'il y a des questions sur Facebook ou pas. Ah oui, d'accord, 16 commentaires. Ouh là là, ouh là là. Alors, Caroline. Caroline, les phobies d'impulsion et aussi les peurs et images envahissantes chez l'ado. Ma fille 11 ans a peur de la mort et de mourir. Alors c'est pas une question. C'est pas une question ça. Tous les commentaires. Non, il me manque même pas un morceau. Qu'est-ce que je peux faire? Les phobies d'impulsion et aussi les peurs et images envahissantes chez l'ado. Ma fille de 11 ans a peur de la mort et de mourir. Bah oui. Eh bien, il faut consulter. Et il faut consulter un psychologue clinicien qui serait spécialisé du coup dans les phobies d'impulsion. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Euh... Je sais pas quoi dire de plus. Wang Tsun, quelle place pour la psychanalyse, d'ailleurs bonjour à toi, quelle place pour la psychanalyse dans la psychiatrie ou l'inverse? Eh bien, la psychanalyse, je trouve que dans la psychiatrie, elle a une fonction, c'est celle de ne pas trop enfermer le patient uniquement dans la pathologie, mais voir de façon un peu plus large. Je pense que la psychanalyse a quand même encore cette fonction en psychiatrie, c'est de sortir du tout comportement, sortir du tout symptôme, sortir du tout, comment dirais-je, faire taire le patient, non pas de ne pas l'écouter, mais faire taire le symptôme du patient. Son symptôme, faut quand même l'écouter, l'entendre, voir. Le symptôme a une fonction, et si on le fait taire, il y aura un déplacement. Et ça, c'est pas un fantasme de psychanalyste que de dire ça, puisque le symptôme en lui-même est un déplacement de la véritable problématique. Donc, c'est pas démesurément débile que de dire que le symptôme va être utilisé autrement. Et je pense qu'il y a quelque chose que fait aussi bien la psychologie systémique, c'est de prendre en considération l'écologie du patient, et l'écologie du patient, la psychanalyse le prend aussi en considération. Le risque, c'est de prendre la psychopathologie et la psychiatrie comme des choses de tu n'es pas bien, hop, on te reformate, j'exagère, je sais bien que c'est pas comme ça la psychiatrie, mais grosso modo, c'est quand même tu es problématique pour toi ou pour les autres, et on va te remettre un petit peu comme ça, coûte que coûte. Et voilà, prenez pas au premier degré ce que je suis en train de dire, mais c'est bien d'avoir
un son de cloche, une analyse différente qui permet de dire que non, attention, ce n'est pas que ça. Et où l'inverse, ben aussi, parfois la psychiatrie vient rappeler à la psychanalyse qu'elle a des missions euh, d'amélioration du sujet qu'il faut parfois rappeler à certains psychanalystes. Alors après, Sandra expliquait le TDI, TDI partiel et les ATDS. Donc TDI pour troubles dissociatifs de l'identité et en fait et autres troubles machin ATDS, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu c'est pas assez précis, c'est pas assez précis donc je vais pas parler de quelque chose qui aujourd'hui dans la littérature n'est pas encore assez précis. Euh, pour le TDI, dans 90% des cas, c'est fake. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est fake. Ce sont des personnes qui ont de réelles souffrances et ça n'a rien à voir non plus avec Split, le film où il y a 14 identités. La plupart du temps, déjà, c'est pas aussi scindé, c'est bien moindre. Les personnalités sont pas aussi différentes. Les personnes se cachent parce qu'elles en souffrent, donc elles vont pas le crier sur les toits. Et c'est pas aussi stéréotypé que ce que vous voyez dans les films, et encore moins que sur YouTube ou les réseaux sociaux. Moi, j'ai juste une chose à dire par rapport à ça, et j'en parle d'ailleurs dans une vidéo, je sais plus laquelle c'est de vidéo où j'en parle du trouble dissociatif de l'identité. Bref, peu importe. Faites attention, tous ceux qui y a sur internet et qui vous montrent des personnalités extrêmement différentes, extrêmement surjouées, extrêmement théâtralisées, c'est de la, comme disait mon grand-père, c'est de la couille en bâton. Voilà, je le dirais pas autrement, c'est de la couille en bâton. Et du coup, il faut pas prêter attention à ces trucs-là. Et j'aime pas qu'on fasse du chiffre et du putaclic avec des choses qui sont de réelles souffrances psychiatriques là pour le coup. Très très difficile à soigner et donc faites juste gaffe à ces pimpins là, ça sert à rien. Et après, je suis pas spécialiste de ces questions-là, donc vous l'expliquer plus que ce que j'en ai appris à la fac, ce serait, c'est pas nécessaire. Fabien, peut-on mener des thérapies s'appuyant sur la psychanalyse sans avoir soi-même suivi une psychanalyse? Non, absolument pas. C'est-à-dire que on ne peut pas utiliser cet outil si on n'a pas vu, ressenti, compris les mécanismes qui s'opèrent déjà en soi-même. C'est impossible. Je vois pas comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil si on ne sait pas qu'est-ce que ça fait. Comment est-ce que vous voulez analyser le transfert si vous-même vous ne l'avez pas fait pour vous? Si vous-même vous n'avez pas liquidé votre transfert auprès d'un thérapeute? Comment est-ce que vous allez savoir qu'est-ce qui relève d'une relation transférentielle de ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui se rejoue du passé ou qu'est-ce qui se rejoue là de la séance véritablement? Donc non, on peut pas mener des thérapies psychanalytiques ou encore moins une psychanalyse sans avoir soi-même suivi une psychanalyse. C'est impossible. Ça me paraît... Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je vais vous raconter quelque chose par rapport à mon analyse personnelle. Moi, je venais, comme vous le savez, de Grenoble, donc très cognitif, très comportemental. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la psychanalyse, c'était plus tard. Et durant mon analyse personnelle, il y a des choses qui étaient vraiment difficiles à accepter pour moi. C'était qu'il y avait plein de moments où j'étais allongé sur le divan et je disais à voix haute, putain, il a encore raison, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pensais que ce que disait Freud, c'était complètement dépassé, c'était plus d'actualité, ce n'était pas quelque chose de véritable et ou en tout cas qui pouvait être relevé de la clinique actuelle. Et en étant allongé moi-même sur le divan et en étant moi-même en analyse, et ben, finalement on se connecte à soi, à son inconscient, à ses fonctionnements inconscients, à ses mécanismes de défense, à essayer d'aller soulever vraiment sous le tapis, d'aller dans sa part sombre. Et là on se rend compte que eh bien, il y a des tas de choses qu'on rejette quand on lit Freud, que finalement on se dit bon ben, force est de constater que c'était pas si faux que ça.
Fabien qui demande aussi quelle différence entre une cure classique et une psychothérapie psychodynamique ou d'inspiration psychanalytique. Je dirais qu'une cure classique, ce qu'on appelle la cure type, aujourd'hui c'est considéré comme assez austère. Il faut vraiment que la personne soit venue pour vous demander une psychanalyse, une cure type, et qui veut vraiment faire une psychanalyse. Là, vous allez vraiment l'allonger. Après quelques séances, vous allez l'allonger. Et puis, on va être très silencieux. Puisque justement, le but du jeu, c'est qu'il projette un maximum sur vous enfin sur le psychanalyste, et que justement, il y a des choses qui se mettent en place, du transfert, etc., etc. Mais la cure type, c'est quand même pas donné à tout le monde, c'est pas pareil. Alors que une psychothérapie psychodynamique, on peut la faire en face à face. On va être beaucoup plus présent, on va être beaucoup plus étayant, on va être beaucoup plus sécurisant pour le patient, on va l'accompagner véritablement, et on va avoir des objectifs plus thérapeutiques, c'est-à-dire dans le sens, bon, il vient quand même là pour ça, on va essayer de soigner ça, euh, avec le référentiel psychodynamique, mais par contre, on va pas le laisser s'analyser, venir travailler sur le transfert de but en blanc comme ça. Donc, euh, il y a des différences fondamentales dans le cadre, et donc bien évidemment sur les effets que ça va avoir sur le patient. C'est ça la différence que je dirais entre la cure type et la psychothérapie psychodynamique. Comment lire Freud excuse-moi, question de Walid. Comment lire Freud et par quel livre commencer? Eh bien, comment lire Freud? Moi, je dirais dans la chronologie. Ce qui m'a le plus aidé à le comprendre, c'est à lire les écrits de Freud dans leur chronologie, parce que comme ça, on comprend comment évolue sa pensée et comment évolue euh, la théorie psychanalytique. Si vous prenez le ça, le moi, le surmoi, sans avoir lu là avant, vous pouvez vous dire que il y a plein de choses qui sont des projections de sa part, qui sont complètement inventées ou quoi. Et en fait, si vous suivez la chronologie de ces écrits, vous comprenez en fait comment s'est déroulée la pensée, comment s'est déroulée la théorie, et qu'est-ce qui repose sur quoi ou quoi. Et alors, le tout premier qu'il a écrit, c'est Études sur l'hystérie avec Breuer. Je sais pas si celui-là il est vraiment nécessaire. Moi, je l'ai quand même lu parce que je suis obsessionnel. Mais si vous commencez par l'interprétation des rêves, je pense que c'est déjà très bien. Pour moi, l'interprétation des rêves, c'est vraiment ce qui permet de comprendre comment est-ce qu'il est allé chercher une méthodologie et commencer à mettre les premières briques. Je pense qu'il faut commencer absolument par l'interprétation des rêves. Hortense, l'apologue des prisonniers selon Lacan, intersubjectivité, temps logique et transfert. Alors là aussi, j'ai envie de te dire que c'est pas une question, et en même temps, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Les temps logiques, ça, j'avais bossé dessus. L'intersubjectivité, c'est une question sans fond. Enfin, sans fond, c'est-à-dire qu'on peut en parler pendant des heures et des heures. L'apologue des prisonniers, je sais pas ce que c'est. Et le transfert, on peut en parler pendant des heures. Le transfert, faut regarder ma vidéo sur le transfert. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je saurais pas quoi dire de tout ça. Je suis pas très très bon avec Lacan. Si vous voulez de la vulgarisation de qualité sur Lacan, faut regarder la chaîne PsychoQuack, parce que Olivier et Hendrik sont extrêmement pointus sur ces questions-là. Et Mardi Noir aussi. Mardi Noir, ils étaient dans la même fac de toute façon, et ça se ressent, et donc ils ont une bien meilleure connaissance de Lacan que moi. Moi, Lacan, j'ai lu le séminaire sur l'obsession, non, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, le,
comment on appelle ça? L'angoisse. Et sinon, j'ai lu Joël Dor et De Freud à Lacan, et voilà. Donc après, j'ai participé à des séminaires et tout de lacanien, et bon, euh, je suis pas le meilleur interlocuteur pour parler de Lacan. Laura, Priscille, Léonard, ton avis sur l'analyse transgénérationnelle? Eh ben, l'analyse transgénérationnelle, moi, je trouve que c'est quelque chose qui s'invite souvent dans les thérapies. Il y a forcément un moment où, quand quelqu'un rentre dans une véritable introspection, on va parler de transgénérationnel, et c'est un excellent outil que je ne maîtrise pas assez, bien évidemment, à mon sens. Mais il y a des choses qui transparaissent du transgénérationnel qui sont assez flagrantes et épatantes. Faut voir comment est-ce qu'il y a des choses dans le discours familial qui se transmet de génération en génération. Les non-dits, les tabous, les croyances, faut voir comment est-ce que tout ça, ça se transmet dans le discours et dans le roman familial, et comment est-ce que ça a des impacts, bien évidemment, sur les générations et les générations. Ça paraît un petit peu euh, je sais pas comment on dit ça, mystique pour certains, alors qu'en fait, c'est vraiment très concret dans le discours de nos patients. Comment on peut savoir que ben, ça ne relève pas de vous, ça relève de votre moment familial, ça relève de ce qu'on vous a dit ou de ce qu'on ne vous a pas dit, et je sais pas comment expliquer ça, c'est comme un non-dit. Dans le discours du patient, c'est comme s'il vous présentait un puzzle et qu'il manquait une pièce ou deux dedans. C'est-à-dire que si vous voyez une pièce enfin un puzzle qui est construit, vous voyez l'image, mais s'il manque quelque chose, vous le voyez aussi. Vous savez construire cette image mentale qui va venir combler le trou, puisque vous avez l'image globale. Dans le discours des patients, je ne saurais pas comment l'expliquer mieux que ça. Il y a le puzzle en entier, mais enfin, on voit l'image globale, mais on sait bien qu'à chaque fois, il manque quelque chose. Et ça, on voit que c'est du non-dit. C'est très mal expliqué. Je suis désolé, j'ai du mal à l'expliquer de façon plus concrète. Euh, il y a aussi des poids, des poids, comme si ça, on peut le voir avec des personnes qui ont dans leur famille des personnes qui ont fait des choses graves ou quoi durant la Seconde Guerre mondiale. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé avec un patient, on va dire, qui est que il y avait un poids transgénérationnel, comme s'il fallait encore venir guérir ou solutionner quelque chose de inguérissable, insolutionnable qui avait été fait par un aïeul. Et toutes ces choses-là, en fait, ça se traduit vraiment dans le discours, donc le transgénérationnel. Mon avis là-dessus, c'est que je ferais bien de m'y intéresser un peu plus, parce que je suis sûr que dans mes consultations, ça m'aiderait encore davantage à aider mes patients. Donc voilà. Merci de ce petit rappel. Alors la vidéo, la question qui tue, et du coup j'ai même dû réfléchir pour celle-là, ce que j'allais vous dire, parce que c'est une question pile poil pour que je me fasse pas d'amis chez les collègues psychologues et chez les autres. Donc c'est la vidéo visible qui me dit: as-tu un avis sur l'EFPP, l'école de formation en psychothérapie et psychanalyse? Penses-tu qu'elle peut former des bons thérapeutes? Eh bien, en fait, déjà, il y a le terme de thérapeute qui me dérange, parce que je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que l'EFPP, et je ne parle pas que de l'EFPP, c'est-à-dire que l'EFPP, je ne connais pas plus que n'importe quel autre organisme de formation, et je crois que, vu que le terme de psychothérapeute est aujourd'hui protégé par la loi, et que seuls les psychologues et les psychiatres peuvent utiliser ce terme, je pense que ces organismes de formation créent des praticiens ou des psychopraticiens. Et donc, j'ai rien pour ou contre le FPP, je parle de ces organismes de formation de façon générale. La première chose, si on me demande, alors, on me dit tout le temps, ouais, il y a des tas de praticiens, de psychopraticiens qui sont bien meilleurs que d'autres psychologues.
Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que l'expérience d'une personne ne va pas faire d'elle un bon thérapeute ou quoi que ce soit. C'est le côté humain, le côté déontologique, le côté sérieux. Il y a beaucoup de choses qui vont créer ça. J'aime pas trop cet argument sur le fait que des personnes qui, parce qu'ils auraient 50 ans, vont avoir plus d'expérience. Je suis désolé. On peut être psychologue pour toxicomane sans jamais avoir touché à l'héroïne. On n'est pas obligé d'être passé par les mêmes expériences que ses patients, et heureusement, pour être psychologue et pour être thérapeutique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, pourquoi comparer? Pourquoi comparer? Je veux dire, de la même façon, c'est comme les psys qui sont tout le temps en train de dire qu'ils seraient meilleurs que les psychiatres ou que les psychiatres qui revendiquent qu'ils sont meilleurs que les psys. On ne fait pas le même job, on ne fait pas du tout le même travail. Pourquoi est-ce qu'on devrait comparer le psychologue et le psychiatre? Juste parce qu'il y a le même mot psy à l'intérieur, ça n'a pas de sens. Donc, si vous êtes psychopraticien, rassurez-vous sur un truc, vous ne faites pas le même job qu'un psychiatre et vous ne faites pas le même job qu'un psychologue. J'en veux pour preuve que euh, on n'a pas du tout la même formation. Vous, c'est en 2 ans, c'est très technique, c'est très théorique, vraiment. Les psychologues, ça va être quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de stages et beaucoup, le champ. En 6 ans, clairement, on va arroser un peu plus de trucs qu'en 2 ans, faut en convenir. Et puis, nous, on va pouvoir, dans notre formation, confronter toute notre théorie dans la pratique clinique, en stage, avec des médecins, avec des psychiatres, avec d'autres psychologues, avec des équipes soignantes ou quoi que ce soit. Jusqu'à preuve du contraire, les écoles de psychopraticiens, vous n'avez pas le droit de venir en stage comment on appelle ça, en hôpitaux. Vous n'avez pas le droit d'assister à des séances médicales ou psychothérapeutiques ou quoi que ce soit. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas une obligation avant de passer en dernière année de rendre compte de 500 heures de stage clinique où vous avez eu des patients ou quoi que ce soit. Et je le redis tout le temps, mais confronter sa pratique, sa théorie au réel de la situation clinique et hospitalière ou institutionnelle ou quoi que ce soit, c'est hyper important parce que c'est important de se rendre compte en stage, dans différents lieux de stage, que notre pratique, elle ne peut pas être la même en fonction de la population, qu'elle ne peut pas être la même en fonction de l'institution dans laquelle on va évoluer, et que certaines pratiques vont être très bonnes pour certaines populations, certaines psychopathologies, et par contre, euh, pas pour d'autres. Donc c'est important que le psychologue, qui doit apprendre tout un tas de corpus théorique et de pratiques et de méthodes, qu'il sache utiliser en différentes choses. Euh, il y a aussi une confusion avec les praticiens, les psychopraticiens, c'est, je pense, dû au fait que bah, vous ne faites que du libéral, jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, les psychopraticiens, ils ne sont pas en institution ou quoi. Autre point, les écoles comme ça, souvent ils vous disent comment ils appellent ça? Une formation certifiante. Alors, méfiez-vous de ça parce que enfin, moi j'ai fait une formation certifiante en hypnose. Eh ben, il y avait beaucoup d'erreurs. Factuellement, il y avait beaucoup d'erreurs sur la psychopathologie qui était dispensée. C'était n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ben, c'était pas, ils avaient pas le bagage pour ces personnes-là. Euh, Celle qui, selon moi, était la meilleure hypnothérapeute, elle était infirmière. Et l'autre, c'était un hypnothérapeute, mais qui faisait de l'hypnose de magie et qui avait fait ça toute sa vie. On peut pas être bien formé par des gars qui sont complètement aux fraises au niveau psychopathologique. Bon, après, ça, c'était un cas particulier. Donc, certifiante, si le FPP est certifiant par le FPP, ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'une formation, pour que vous ayez, quand je dis souvent, allez voir un psychologue diplômé, parce que je prêche pour ma paroisse, c'est normal. Je dis, allez voir un psychologue diplômé, pourquoi? Parce qu'on sait que comme ça, il est issu d'un cursus universitaire qui a été validé par l'État et par un collège d'enseignants-chercheurs, en fait. Et
c'est quand même autrement plus sécurisant pour un patient d'avoir affaire à quelqu'un qui a suivi une longue formation théorique et pratique, qu'il a pu confronter sa théorie dans la pratique, et que ces enseignements, ils ne sont pas certifiés par l'université en tant que telle, mais par quelque chose de plus grand, entre guillemets, par un consensus scientifique, avec des obédiences différentes en fonction des universités, mais bref. Euh, c'est pas égal d'être certifié par... Enfin, moi, par exemple, quand je vous fais des vidéos, c'est pas une formation, c'est pas... et puis, je vais pas vous dire, c'est certifié par Jérémy Galen. On s'en fout. On s'en fout. Au même titre que, je tiens quand même à faire la parenthèse, foutez-vous clairement de ce que je pense des écoles de praticiens ou psychopraticiens ou ce que vous voulez. Mon avis, on s'en fout. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais les arrêter, et c'est pas moi qui vais vous empêcher de pratiquer. Mais dites-vous qu'on ne fait pas le même travail. On ne peut pas faire le même travail. Vu qu'on a un diplôme universitaire reconnu par l'État, ça engage notre responsabilité sur le plan juridique, sur le plan légal, alors que vous, je ne suis pas du tout convaincu. C'est-à-dire que nous, il faut que parfois on puisse rendre compte de notre travail auprès de juges, auprès d'avocats. Il y a même des psychologues experts dans la justice. On fait passer des tests psychotechniques, c'est-à-dire que les résultats et les comptes rendus qu'on fait dans ces tests engagent notre responsabilité. Vous, en tant que... Enfin, je dis vous, je veux viser personne, mais les personnes qui sortent de ces écoles ou de ces formations en 2 ans, là, et encore quand je dis en 2 ans, c'est vraiment là, quand c'est le maximum, la plupart du temps, c'est des trucs en 6 mois. On ne fait pas le même métier, on n'a pas la même responsabilité, on n'a pas les mêmes conséquences derrière nos actes. Il ne faut pas l'oublier, ça. Moi, quand je dis dans mes vidéos, allez voir un psychologue certifié, un psychologue diplômé, pardon, c'est d'abord et avant tout pour éviter des écueils, parce que, pareil, les écoles d'une à l'autre, il y en a certaines, c'est vraiment du flanc. Il y en a d'autres, elles doivent faire des très bonnes formations, apporter des belles choses, mais si vous ne pouvez pas aller confronter ça dans la clinique, avec des vrais patients, des enfants, des adolescents, des personnes qui sont ravagées dans leur tête et qui vraiment... c'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Je suis pas sûr que vos formations... que ces formations-là puissent vraiment aider à savoir travailler face à de la psychiatrie lourde. Je crois que j'ai fait le tour. Mais voilà, arrêtez de comparer les psychopraticiens, les personnes issues de ces écoles-là, avec les psychologues. C'est pas le même métier, de même que les psychologues n'ont pas à se comparer aux psychiatres. C'est pas le même métier. Je le redis, mon avis, on s'en fout. Si vous n'avez pas pu faire de les 5 ou 6 ans d'études à l'université en psycho, vous avez vos raisons. Moi, j'ai failli rater fortement. J'aurais très bien pu ne pas être psychologue. Donc voilà, chacun fait ce qu'il peut avec son histoire de vie. J'ai pas envie de juger ça. C'est juste que pour moi, c'est pas comparable. C'est pas comparable. On peut pas comparer une école qui est juste théorique et qui est en 2 ans et qui amène pas un certain nombre de responsabilités avec quelque chose de validé par l'État, de validé par un consensus scientifique élargi, et même des fois quand il n'y a pas consensus, et que c'est sur 6 ans qu'il y a des stages qu'on confronte et que ça engage notre responsabilité en tant que professionnel au niveau de la loi. Donc, nous en avons terminé. Je pense que vu la quantité de questions que vous m'avez posées et vu comment j'ai été très long pour y répondre à certaines d'elles, je vais certainement couper ça en 2 ou en 3 parce qu'il y a des questions qui sont d'ordre, comment dire, très théorique, donc on peut peut-être faire une partie théorique, et des questions qui sont très pratiques sur la clinique même et sur ma pratique à moi. Donc ça pourrait faire 2 vidéos. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent été à toutes et à tous. Pour ma part, je vous retrouverai dans un cadre différent, bien évidemment.
Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de supervision, vous pouvez faire appel à moi en MP, bien sûr. Si vous avez besoin si ma façon de travailler vous intéresse et vous plaît et que vous avez envie de commencer un travail thérapeutique avec moi, ben, n'hésitez pas, en MP aussi, puisque là, je pars pour quelques temps de téléconsultation.